Retour sur le plateau de VAP Expo, la VAP en question politique. Alors le sujet politique, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé aussi les jours précédents, beaucoup plus en détail, notamment sur la conférence sur la TPD. Je vous invite à aller sur YouTube et regarder la chaîne du VAP Expo pour revoir ça en détail. Également les ateliers pays qui ont abordé des aspects politiques. Mais ici, on va essayer ce matin, dans un format assez court de 30 minutes, d'aborder ce sujet de manière un petit peu plus large, un petit peu plus simple, un petit peu plus... oui, simple finalement, avec des spécialistes. La dimension politique donc est incontournable, pardon, si l'on veut comprendre la cigarette électronique et comment ce produit évolue dans notre société. Alors j'ai avec moi Nicolas Wenbourn et Nathalie Dunant. Alors l'un est anglais et travaille pour le site de veille informative eSig Intelligence, qui est un média assez récent qui aborde le sujet de la cigarette électronique sous un angle juridique, économique, etc. Et l'autre est française, elle s'appelle Nathalie Dunant, véritable activiste de la VAP de par son engagement dans le mouvement EFVI, qui est une initiative citoyenne européenne qu'on connaît bien ici à VAP Expo. Et elle est également la présidente d'une association qui s'appelle Elvapot, qui consiste donc à aider les fumeurs à adopter l'e-cigarette. Voilà, c'est la VAP en question politique. Nathalie, bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par une question assez directe et je vais m'adresser à Nicolas. On a l'impression, quand on aborde ce sujet de politique, qui déjà c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué d'arriver à y voir clair, d'arriver à comprendre les articles qui sortent. Moi, j'ai moi-même lu les articles de la TPD, cette directive européenne. Il y a des éléments qui arrivent des États-Unis avec la FDA. Rien que de comprendre ce que veut dire FDA, c'est déjà assez compliqué. Quand on rentre dans le détail de ces papiers, on a l'impression d'avoir tout un vocabulaire, un monde compliqué, mais aussi le temps de parution, le temps de publication. On a l'impression que ces processus politiques prennent énormément de temps et que le sujet n'est pas si facile à traiter par ces politiques. Pour quelles raisons? Bon, je pense que c'est vrai, c'est très très compliqué. Mais, et ça va prendre du temps. Hein, mais on peut faire une comparaison avec le tabac, par exemple. Hein, les gens utilisent des produits tabac depuis maintenant 400 ans. Et aux États-Unis, on a eu la première réglementation au niveau fédéral qu'en 2009. Hein, donc ça a pris du temps. Ici, on a un marché qui a commencé il y a à peine 10 ans. Et on est déjà à un point où on voit des efforts pour réglementer en Europe, dans les différents pays européens, aux États-Unis, au niveau international, avec le WHO, en français, c'est... oui, OMS. Hein, donc on voit tous ces différents efforts. Est-ce que cette image de la poule qui trouve une fourchette par terre est correcte quand on essaye de voir, d'aborder ce sujet de la politique? On a l'impression que la cigarette électronique est un ovni dans le champ politique. Oui, donc moi, je fais ça depuis 4 mois. Hein, et c'est vrai, on est très très vite perdu dans les différentes réglementations, des différentes définitions, hein, et des différents moyens d'essayer de réglementer ce produit, cette industrie. Hein, et je ne sais pas si ça répond exactement aux questions. Si, on a le sentiment qu'il y a oui, un problème de classification. Au début, d'ailleurs en France, on l'a bien vu, il y a eu une manifestation en 2013. La cigarette électronique commençait à prendre un virage pharmaceutique. Après, on a vu aussi arriver des couleurs très tabac. Finalement, on est en train de tomber dans un produit connexe. On sent bien qu'on passe d'un tiroir à l'autre et qu'on essaye de faire rentrer un triangle dans un carré. C'est exactement ça. Hein, on a au niveau de OMS, hein, ils essayent de réglementer la cigarette électronique dans une définition des produits tabac ça marche pas du tout. Hein, et c'est à peu près la même chose aux États-Unis. En Europe, au moins, on a trouvé une définition assez spécifique et je pense que c'est pour ça qu'on est plus avancé dans la réglementation.
En termes de délai, simplement, alors je sais que c'est compliqué de parler de ça, on ne peut pas dire, voilà, telle date, on va savoir exactement sur quel terrain on va marcher, on va évoluer. On sait qu'aux États-Unis, il y a des discussions en cours. Sans rentrer dans les détails, c'est une affaire de mois, d'années, de dizaines d'années? D'années, mais pas de dizaines d'années. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, on a eu un règle proposée, mais en même temps, ils ont proposé, l'FDA a proposé des questions. Normalement, ils proposent ou une règle ou ils demandent des questions. Là, ils ont fait les deux ensemble. Et pour moi, ça veut dire qu'ils vont changer leur règle, ils vont le reproposer, peut-être dans un an, 18 mois, et il y aura une autre consultation, et après, une règle. Moi, ici, 3, 4, 5 ans. En Europe, ça va être plus vite. Ils ont un délai, mai 2016. Je pense qu'on voit déjà des litiges. Je ne pense pas que ça va avoir un grand effet. Il n'y aura pas de délai. Donc je pense que les différents pays européens vont commencer à transposer dans les différentes façons et que ça va commencer. Donc les choses vont bouger très bientôt. Oui, début 2015, je pense. On va voir des premiers textes. Nathalie, le concept de réduction des risques pour le fumeur, c'est comme ça aujourd'hui qu'on qualifie, j'ai envie de dire presque légalement, la cigarette électronique, puisqu'on n'a encore pas le droit, ou en tout cas pas l'audace de pouvoir dire qu'elle prétend au sevrage tabagique. C'est une expression qui est réservée aux médicaments. Est-ce que tu dirais que ce concept de réduction des risques, c'est un concept nouveau dans le champ politique? C'est votre micro. Mon micro, oui. Voilà. Donc la réduction des risques, un concept de santé publique nouveau? Alors pas du pas tout. Pas du tout. C'est pas du tout un concept nouveau. C'est un concept qui a au moins 20 ans. Les premiers exemples, ça concerne les programmes d'échange de seringues pour les héroïnomanes ou les drogués en général, pour diminuer les risques liés à leur pratique. Il y a aussi l'exemple du préservatif pour diminuer la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est un concept qui est en soi assez ancien et qui vise en fait à ne pas s'opposer ou à demander l'abstinence d'une certaine pratique, mais d'en diminuer les risques et en fait même les dommages. En anglais, on parle de harm reduction, et harm, ça ne veut pas dire risque, en fait, ça veut dire les dommages. Donc on se fait moins mal en préservant sa pratique d'une autre manière. Donc dans le domaine du tabac, c'est la première fois qu'on a un produit qui peut se substituer à la cigarette, dans le sens où l'ancien fumeur devenu vapoteur ou le vapoteur qui utilise les deux préserve certaines sensations qu'il pouvait avoir alors qu'il fumait. C'est là toute la complexité de la situation, c'est-à-dire que le tabac, on veut l'interdire, on n'accepte plus ce comportement dans la société, et vu qu'il est assimilé, la vape est assimilée encore à ce tabac, alors visuellement, malgré elle, mais en tout cas, ça l'est encore, on a du mal à dire, finalement, on va accepter que les gens consomment de la nicotine, on va accepter que les gens fassent des volupes de vapeur et prennent du plaisir dans leur consommation. La réduction des risques, c'est justement passer avant tout par cette étape d'acceptation, au lieu de dire voilà, stop, on ne parle pas de ça, et faire un effort de compréhension, aller vers l'avant, aller vers le consommateur et finalement lui offrir une alternative et des moyens de réduire ces dommages. Oui. Le plus gros souci avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment dans les politiciens des santé publique, qui en sont à un point où c'est vraiment de la haine, de geste du fumeur, de la fumée, et ils le stigmatisent énormément. Donc je vais pas revenir sur les exemples américains, même anglais. Et donc ils ont beaucoup de mal avec ce geste, même s'il est réducteur des risques. Tu penses que l'évolution du matériel, alors moi par exemple j'utilise ce type de matériel-là, ça contribue justement à un petit peu casser ou à éloigner la cigarette électronique de son équivalent traditionnel, le tabac? C'est du beau matériel. Oui, bien sûr. Alors il faut savoir aussi que c'est
grands détracteurs de la santé publique, de la cigarette électronique, sont beaucoup dans les pays anglo-saxons et le marché est structuré très différemment du marché français. C'est-à-dire que dans ces pays, la cig-like, c'est-à-dire la cigarette électronique qui ressemble à une cigarette, est extrêmement développée. Donc c'est vrai que quand les utilisateurs ont des cig-like, eh bien, ça ressemble beaucoup plus à une cigarette que ne peut ressembler les modèles maintenant de 3e génération. Donc en France, on a moins de haine de ce point de vue-là. Et c'est vrai que c'est une particularité où le marché a démarré pratiquement avec les 2e générations. Donc... Nicolas, je me tourne vers vous. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave, on enchaîne quand même. La vape, aujourd'hui, a-t-elle une couleur politique? Alors je m'explique, on a vu par exemple dans les balbutiements politiques réglementaires au niveau de la TPD en Europe par exemple, certaines figures politiques qui prenaient plus la parole que d'autres, revendiquant aussi leur appartenance à certains groupes, alors soit libéraux, soit démocrates, etc. On a vu pareil, le même schéma au Royaume-Uni, aux États-Unis, j'imagine que c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la vape est plus de droite ou de gauche ou Non, non, je pense pas. Je pense que c'est une industrie qu'il faut réglementer. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et on aura des élections en Angleterre. Tout va débuter en mars. Il y aura des élections en mai. Je pense que la cigarette électronique ne sera pas devant les politiciens ou devant le public. Je pense que ça viendra au même temps qu'ils vont commencer la transposition, qu'il y aura, et d'après ce que je peux comprendre, les Britanniques, ils vont mettre un texte, ils vont créer un texte avant les élections, puis ils vont lutter, et puis après, ils reprennent le texte. Donc je ne pense pas que c'est... Vous ne pensez pas qu'il peut, par moment, avoir une réutilisation médiatique de ce sujet? Parce que ce sujet, par moment, est extrêmement populaire dans les médias. Et comme on le sait, un homme politique vit de son image avant tout, et est là pour véhiculer des idées, et utilise des pics médiatiques par moment. Et quand les cigarettes arrivent dans le champ audiovisuel, on peut par exemple avoir quelqu'un qui dit ah oui, au fait il faut défendre les buralistes par exemple. On a vu ça en France, cette réutilisation médiatique du produit. Vous en témoignez aussi? Oui, donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'on peut le voir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Mais oui, défendre un monopole, c'est quelque chose que je vois bien un politicien faire. Nathalie, une réaction? Je pense pas que... j'entends ce que dit Nick et je le rejoins. On voit des politiciens prendre le parti des buralistes. On n'a pas vu de parti prendre des buralistes. Je pense que ce serait un énorme tort fait à la vape de la politiser, qu'elle soit de droite, de gauche. Les maladies qui sont liées au tabagisme ne sont ni de droite ni de gauche. Les risques cardiovasculaires ne sont pas politisés, le cancer du poumon non plus. Donc pour moi, ce serait dramatique que ce soit associé à une couleur politique. Alors Nicolas parlait d'industrie, de professionnels. Aujourd'hui, la vape, elle se structure comme une économie indépendante. Indépendante dans le sens où elle est née de quasiment rien, d'entrepreneurs aux profils divers et aux différents horizons. On a tendance, quand évidemment on la met dans un axe pharmaceutique ou du tabac, à scinder les choses et à dire bon, il y a un lobbying de l'industrie pharmaceutique qui essaye de défendre ses intérêts pour continuer à vendre des patchs, des gommes, des substituts nicotiniques. Il y a aussi une industrie du tabac qui est menacée puisqu'on a un nouveau produit qui vient concurrencer directement le tabac. Et puis on a cette nouvelle industrie, celle de l'e-cig. Alors, 3 mots très très simples. Big Tobacco, Big Pharma, Big Vape. Peut-être. Et on voit déjà, et depuis un petit moment, les entreprises tabac qui se lancent dans ce marché depuis un petit moment. Big Vape, je pense que ça viendra. Ça viendra premièrement, je pense, aux États-Unis. Si le FDA réussit à finaliser ce règle et dans à peu près comme ils ont proposé,
hein. Ça va être très, très compliqué pour des petites entreprises de mettre ou même de garder le produit sur le marché. Et je pense qu'il y aura un impact énorme et qu'on va voir peut-être en anglais, mergers, des regroupements, hein, et on va peut-être voir le développement des entreprises assez importantes qui ont les moyens pour mettre un produit dans on appelle ça en anglais the pre-market approval process, hein, pour l'FDA. Ça prend 5000 heures et plusieurs millions de dollars. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui ont les moyens de faire ça. Donc forcément, je pense que là-bas, ça va commencer et ça va commencer assez vite si cette règle est appliquée. Nathalie, ce concept de vape indépendante, à l'opposé d'une vape pharmaceutique ou du tabac Alors, on n'a pas tellement envie de voir la vape phagocytée par les grands du tabac. La réglementation aujourd'hui, toutes celles qui sont en œuvre, on a l'impression que c'est quand même ces industries-là qui vont être favorisées par ces réglementations. Quand on regarde par exemple la directive tabac, l'ensemble des dispositions aujourd'hui fait que ce sont plutôt les produits qui sont fabriqués par ces grands cigarettiers qui passent la barre des contraintes qui sont posées. Et c'est un peu dommage. Et c'est important aussi de laisser... en fait, pour moi, c'est une protection de la vape que ce soit aussi éclaté, qu'il y ait autant d'acteurs. Pourquoi ? Parce qu'on a vu comment ça s'est passé sur ce marché où finalement ils n'étaient pas très nombreux, où ils ont modifié le produit pour le rendre de plus en plus addictif. Et c'est vrai que si ça revient dans quelques mains comme ça, qui ont fait la preuve de certaines pratiques dans le passé, moi je suis un peu inquiète. Alors dans ces gros secteurs économiques, ces masses financières, il y a du lobbying et l'outil principal du lobbying, c'est l'information. Ça passe avant tout par là. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui parler dans les médias de mauvaise interprétation ou carrément de désinformation quand on parle du sujet de la cigarette électronique dans les journaux, vous qui lisez beaucoup l'actualité ? On pourrait aller un cran plus loin. Est-ce qu'on a de l'information si on ne se prend pas des médias spécialisés? Alors oui, il y a énormément de désinformation. Elle est assez insidieuse dans le sens... c'est pas forcément faux ce qui est dit, mais on va mettre la loupe sur des micro-événements qui ne sont pas du tout représentatifs de ce qui se passe et on va en faire des très grands événements. La veille de Vape Expo, une batterie a explosé. Et ben voilà, on en parle pendant une semaine. Moi, j'ai fait une recherche sur Internet, explosion de batterie en excluant le mot cigarette. Les téléphones, ça explose quand même beaucoup plus que les cigarettes électroniques. Et oui, il faut prendre des précautions avec les nouvelles technologies de batterie. Après, on a entendu des choses, les empoisonnements, que les nombres d'empoisonnements sont de plus en plus nombreux, que des enfants s'empoisonnent. On a entendu aussi que ça rendait aveugle. Enfin, donc oui, des informations, oui. Brice Lepoutre, le président de l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, que j'ai reçu le premier jour de Vape Expo, a fait cette remarque. Lui qui participe à ces médias, à ces émissions de radio, il m'a fait part de la différence qu'il avait constatée entre le service public et le service privé dans les médias. C'est-à-dire que quand il va dans une émission du service public, l'information n'est pas traitée de la même manière et quand il y a de la publicité ou de l'audimat en jeu, l'information a tendance à changer puisqu'on recherche éventuellement un peu de sensationnel, un peu de scoopisme, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi-même tu as remarqué? Est-ce que tu penses que la France, en tant que pays, en tant que média, via ses réseaux de communication, aborde le sujet de manière assez cohérente? Écoute, j'avais jamais réfléchi à ça avant. Brice, qui est beaucoup interviewé sur les plateaux, est plus sensibilisé. Mais effectivement, si je réfléchis rapidement aux grandes interviews que j'ai entendues, on peut dire ça. Il y a moins de recherche de sensationnalisme sur certains médias que sur d'autres. Maintenant, il y a aussi des médias privés qui font de la véritable information.
c'est tout à fait privé. Bon, c'est une grande réputation. C'est Le Monde qui a publié des tribunes d'Antoine Flahault qui faisait un point sur la cigarette électronique et qui encourageait les pouvoirs publics à la promouvoir parce que pour lui, si on la met en œuvre et si si elle se diffuse énormément, on va voir toutes les maladies cardiovasculaires reculer très rapidement. Donc voilà, ça dépend un peu du sérieux des médias et de l'envie de sensationnalisme ou pas et du souhait de faire vendre. On a quand même heureusement des grands médias qui sont équilibrés. Nicolas, pour revenir sur ce concept de Big Vape dont on parlait tout à l'heure, cette vape indépendante, la présence de l'industrie du tabac dans ce secteur-là, on a vu beaucoup de grands cigarettiers racheter des sociétés récentes, des sociétés montantes dans les cigarettes. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une mauvaise influence sur le développement du marché? Peut-on faire confiance à l'industrie du tabac dans le monde de l'e-cigarette? Bon, c'est... nous, on essaie d'analyser le marché d'une position objective. Hein. Donc, on n'essaye pas de valoriser ou non les différentes entreprises. Donc, je préfère pas de dire qu'ils auront un effet néfaste ou non. Il y a quand même un traumatisme dans la société qui a été créé par l'industrie du tabac. On le sait parce que les documents ont été rendus publics. Hein, il y a notamment le livre de Robert Proctor, de Golden Holocaust, qui a fait grand bruit cette année. Quand on voit ce que cette industrie a été capable de faire et de s'insérer dans des rouages très très fins du gouvernement ou même de la communauté scientifique, est-ce que vraiment on peut leur faire confiance si demain ces mêmes personnes-là, alors j'accuse personne évidemment, c'est un petit peu une question orientée, on est d'accord, mais j'ai vraiment envie de vous pousser dans ce côté-là. Si demain il y a une e-cigarette, on va pas citer de marque, mais de cow-boy aux couleurs rouges, une e-cigarette de cette forme-là qui arrive dans l'étalage du buraliste ou dans des salons comme ça, est-ce qu'on pourra dire ah oui, bon, on en aura peur ou on sera... quel est votre sentiment? Bon, moi, je pense qu'on peut analyser ce qui se fait. Et donc, quand le FDA vient de clôturer une période de commentaires, et j'ai lu pas mal de soumissions, il inclut un par R.J. Reynolds, où ils attaquent ouvertement les open systems et ils disent que c'est très très dangereux. C'est potentiellement très dangereux. Et si vous allez réglementer les cigarettes électroniques, c'est ça qu'il faut réglementer. Et les cigalikes, non, ils ne sont pas dangereux. Donc, on voit déjà un conflit entre les grandes entreprises tabac et les indépendants, parce qu'on voit d'un autre côté un association Svarta qui dit bon, les systèmes ouverts, open systems, il ne faut pas réglementer ça, mais il faut réglementer des e-cigarettes. Donc on voit déjà un conflit. Donc moi, je ne peux pas dire est-ce qu'on peut faire confiance ou non. On analyse le marché, c'est ce qu'on voit. Un conflit. Alors dans ce que vous voyez, est-ce que se dessine le profil d'une taxe sur les cigarettes, à la fois en France, en Europe, aux États-Unis? On a vu des exemples de certains États aux États-Unis qui ont imposé des taxes sur les produits de la vape. Est-ce que c'est quelque chose qui va se démocratiser? Oui. Oui. Donc aux États-Unis, bien sûr, l'équivalent de TVA s'applique dans les États où ils ont le TVA. Il y a des États où on ne paye pas de TVA, donc ça s'applique déjà. Et puis, il y a des autres États, comme Minnesota, je pense, qui ont commencé à taxer les produits e-cigarettes. On a déjà vu ça en Europe. En Italie, ils ont imposé un impôt. Ils ont imposé un impôt en janvier de cette année. Ça a été contesté. Ça s'applique plus depuis avril ou mai
je pense. Donc c'était assez court, mais ils sont déjà en train de formuler un autre impôt. Donc je pense que la réalité, c'est que les gouvernements ont besoin d'argent et ils vont taxer où ils peuvent. Alors en France, pour l'instant, on n'a pas encore entendu de choses similaires. Nathalie, on parlait juste à l'instant des États-Unis. On a le sentiment que la France a une approche très particulière du produit. Si on étale un petit peu la liste des prises de position d'autres gouvernements, on sait qu'aujourd'hui en France, on a une communauté scientifique assez active. On a parlé beaucoup aussi les jours précédents de certaines figures scientifiques, Farsalinos, Gonevitch, on a reçu hier Philippe Prel, Jacques Lewezek. Il y a aussi le professeur Dodsonberg qui est très médiatisé. Alors c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit, mais bon, finalement, pourquoi pas. Ils ont un discours intéressant, et notamment ce changement d'attitude qu'on a pu observer chez ce pneumologue qui est très écouté par le ministère de la Santé, puisqu'il a été commandité directement par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, pour établir ce rapport auquel l'OFT a participé. On a entendu même qu'il y avait des points d'information qui avaient été montés dans certains hôpitaux ou dans certains services d'hôpitaux, notamment la Salpêtrière. Est-ce que c'est quelque chose qui va se multiplier? Est-ce qu'on a cette approche-là très... Alors pour l'instant, je crois que c'est seulement à la Salpêtrière. C'est intéressant parce que c'est une expérience. Il faut voir comment ça va marcher. Je ne sais pas quelle est la fréquentation aujourd'hui. C'est vrai que si les tabacologues utilisent cet outil comme outil du sevrage de la cigarette, oui, on peut espérer que ça se développe si c'est utile. Je suis pas... Alors bon, pourquoi pas. Je ne suis pas sûre que ce soit l'une des mesures les plus intéressantes pour faire basculer un grand nombre de fumeurs, notamment de très gros fumeurs, dans la cigarette électronique. Mais toi qui es très actif dans le mouvement EFVI, donc qui est européen, donc il y a beaucoup de pays impliqués là-dedans, est-ce que tu as le sentiment qu'en France, on est quand même finalement pas si mal loti dans notre approche de l'e-cigarette? Alors, on était très très bien lotis et on était vraiment en avance dans la cigarette électronique, en tout cas dans la perception par les politiques et les personnels de santé, jusqu'à ce que, au Royaume-Uni, alors là ils ont vraiment pris de l'avance, les autorités de santé déclarent qu'il était hors de question d'interdire la vape dans les lieux publics et qu'effectivement il y a un mouvement d'ouverture qui se fait. Donc ça, ce sont les deux pays en pointe sur la cigarette électronique. L'Angleterre aujourd'hui est un peu plus en pointe parce qu'ils n'ont pas les limites que nous avons en France sur les taux de nicotine. En France, on est habitué aux 20 mg. Il faut savoir que par exemple au UK, c'est un taux qui est considéré comme moyen et que beaucoup de gens passent à la vape avec des taux bien supérieurs. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas tout à fait en pointe. Maintenant, si on regarde l'ensemble des pays européens, c'est vrai que c'est un peu le paradis, quoi, parce que en Belgique, les liquides nicotinés sont interdits, de même au Danemark. En Suède, le lendemain du vote de la directive tabac, le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait faire un médicament de la cigarette électronique, puisque la directive tabac l'autorise. Tout pays qui veut en faire un médicament le peut. En Italie, il y a eu la taxe qui a fait retourner énormément de gens dans le tabac. L'Espagne, il y a de telles campagnes de désinformation qui sont que les gens arrêtent. Ils pensent que c'est beaucoup plus mauvais de vaper que de fumer. Donc ils lâchent la cigarette électronique et ils reprennent la cigarette. Donc le marché s'est vraiment écroulé. Donc voilà. Donc en France, oui, on est plutôt bien lotis et c'est vrai qu'on a quand même aussi beaucoup de scientifiques très en avance. Nicolas, pour rebondir sur ce sujet, est-ce qu'il y a une caricature qu'on pourrait faire de la France dans le champ politique quand on regarde un petit peu ce qui se passe? On parle souvent de la différence française, mais je pense que vous avez évoqué le Royaume-Uni. On a entendu hier que les efforts de normaliser et de faire des standards progressent en parallèle dans les deux pays. Donc je pense que
la France n'est pas très très exotique, hein, et que la marché française et surtout la réglementation en France et en Angleterre va être assez similaire. Nicolas, merci beaucoup. Nathalie, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On va attaquer après la journée sur des ateliers pays et puis on finira dans l'après-midi sur une conférence qui concerne l'innovation et la publicité. Voilà, à tout à l'heure. Merci à toutes et à tous pour votre attention.